Bonjour monsieur. Bonjour. Aujourd'hui on va parler des maladies. Ah bon? Bah oui, il y a beaucoup de gens malades autour de nous. Ah bon? Et ah oui? Tu trouves pas? Oui, oui. Bah, avant, il y avait, par exemple le cancer, il y avait un cancer dans une famille de temps en temps. Maintenant, toute famille a quelqu'un, ou même voire plusieurs personnes qui ont le cancer. Ah, c'est clair qu'il y a une traînée. Hein. Là, il y a vraiment... Et bon, après, je te parle pas que du cancer, des maladies auto-immunes, dégénératives. Et actuellement, figure-toi qu'il y a une épidémie de cancer du pancréas. Ouais. De source sûre, hein, c'est un cancérologue qui a constaté ça. Oui, et nous, à notre niveau, on connaît 2 personnes qui ont ça. Oui, puis auquel il a été dit à l'hôpital, qui ne comprennent pas, mais il y a une explosion de ces cancers-là, spécifiquement. Alors, que représente... Est-ce que tu y crois, toi, la correspondance d'une certaine partie du corps avec des états psychiques, etc. Je sais pas que j'y crois pas, mais c'est qu'après, il faut voir les mesures. Il y a toujours eu des problèmes depuis que le monde est monde. Mais là, on est vraiment dans quelque chose qui est très particulier. Parce qu'il y a un médecin, là, je crois qu'il est sur Marseille d'ailleurs, qui a fait toute une théorie là-dessus, sur les correspondances qu'il y a. Tu vois, alors le pancréas, ça serait... le pancréas, normalement, il sert à digérer quelque chose. Donc, ça serait une mauvaise digestion de situations conflictuelles familiales, par exemple. Je sais pas. Moi, ce que je soupçonne dans ces maladies de ce genre-là, actuellement, c'est les retombées radioactives. Oui, mais alors, pourquoi tout le monde n'a pas ça? Parce que tout le monde ne réagit pas de la même façon, aux mêmes quantités. Oui, oui, c'est sûr. Voilà. Après, c'est une histoire de... Mais on trouve beaucoup de maux, beaucoup de problèmes. Moi-même, d'ailleurs, tu vois bien où je suis, moi, personnellement, donc. Hein? Oui, mais toi, moi, je ne sais pas ce que j'ai, d'où vient mon truc, mais je suis avec de l'oxygène 24 heures sur 24. Hein. Oui, mais toi, on sait que c'est une histoire de, comment dire, pulmonaire. Oui, c'est pulmonaire, mais d'où vient ça? Moi, je fume pas. J'ai fumé, mais j'ai arrêté il y a 16 ans. Donc, j'ai pas arrêté parce que je toussais, j'ai arrêté parce que ça me dérangeait d'être dépendant. J'aime bien être indépendant. Ces trucs qui me coincent, ça me convient pas. Alors, comment se fait-il que je me retrouve avec une fibrose pulmonaire dont on ne connaît pas l'origine? J'ai fait tous les examens. Grave en plus. J'ai fait tous les examens possibles et imaginables. Personne ne peut me dire d'où ça vient, etc. Alors, la fibrose, c'est un état... À un moment donné, quand il y a une grosse inflammation sur un organe, il y a un phénomène qui se passe, c'est que l'organe, pour se défendre, il devient fibreux. En fait, la fibrose, c'est une cicatrisation de l'inflammation. Mais bon, quand ça traîne en longueur, ça s'installe. Après... Alors moi, j'essaie de me défendre, parce que de toute façon, ils n'ont rien. Alors quand tu me parles de ces mots, moi j'ai demandé à des personnages, puisque j'ai été chez la médecine, les médecins, pneumologues, je suis tombé sur des gens d'ailleurs fort sympathiques, mais j'ai dit, vous avez quelque chose pour lutter là contre? Ils m'ont dit non. On n'a rien. Vous avez il m'a dit, il y a comment ce qu'on appelle la cortisone, qui va vous faire un effet peut-être provisoire, mais après ça retombe, donc ça veut dire qu'il faut trouver d'autres solutions. C'est ce que je fais, ce que je cherche, ce que j'utilise. Pour l'instant, ça va mal et ça dure, mais enfin disons que je perds pas espoir de me sortir un jour de cette galère. Et de se retrouver à faire nos petits constats sur ce chemin voilà. où on était.
Voilà. Parce que pour l'instant, le moindre mouvement te provoque... Ah, moi, si je fais 10 mètres à pied, tranquillement, c'est comme si je faisais un 100 mètres à fond. C'est-à-dire je peux plus souffler. Mais même quand tu te lèves juste pour t'asseoir sur le bord du lit, c'est compliqué. Hein. Ouais. Donc c'est un stade où c'est... Ouais, je sais pas pour rigoler. C'est pas pour rigoler. Enfin bref, disons que, à part ça, ben oui, il y a en ce moment une explosion de cancer particulièrement. Alors bon, là on parle de la région d'Avignon et de ses abords. Et c'est là où je connais du monde. Je connais même un thérapeute qui est un personnage très pointu, qui a plus d'un tour dans son sac, et lui il s'est fait choper. Il s'est fait choper par ça. Alors qu'il mange bio, il les fait toutes juste. Il se trompe pas. Tu vois, il fume pas, il y a rien, il a rien de tout ça. Comme quoi, si la maladie veut s'installer dans le corps, elle y va. Ah oui, après on peut bien sûr, de toute façon, on rentre dans le cadre c'est inscrit comme ça. Mais je veux dire, si on veut chercher les causes dans la surface des choses, dans quelle atmosphère est-ce qu'on vit, comment fait-il que tout d'un coup on se retrouve, il y a eu des périodes où dans telle région ou autre, il n'y avait pas ça. Alors pourquoi tout d'un coup il y a ça? C'est sûr qu'il y a des gens, bon c'est pas pour donner bonne conscience à ceux qui fument, mais il y a des gens qui ont fumé toute leur vie et qui n'ont pas du tout de problème au poumon. Bien sûr. Et d'autres qui ont fumé 5 ans de leur vie et qui... D'autres qui n'ont jamais fumé. Et d'autres qui n'ont jamais fumé d'ailleurs. C'est pour ça que je te dis, bon là, moi je sais bien qu'à un moment donné, la destinée elle est ce qu'elle est. Mais je te dis, là en l'occurrence, on cherche à trouver des traces de causes physiologiques, c'est-à-dire qui restent dans le cadre de cette maladie. Qu'est-ce qui provoque ça? Voilà. Alors après, quand tu sais tout ce qu'il y a comme chimie dans l'alimentation et tout, même dans l'alimentation bio, dans les produits bio, il y a des retombées chimiques, hein, ne serait-ce que par les pluies qui arrosent les plantations biologiques. Donc ils ont fait une analyse de la pluie, c'est au secours quoi. Donc c'est le moindre mal effectivement parce qu'il n'y a pas tous les pesticides qu'il y a dans une agriculture classique, Ouais. mais par contre il y en a quand même. C'est sûr qu'à une période, à une certaine période, l'eau de pluie, c'était même un remède. Actuellement, c'est clair que c'est dangereux. Plus tout ce qu'on respire à notre insu, etc., quoi. Alors moi, l'histoire du thérapeute là qui vient de se faire attraper par le cancer du pancréas, ça m'a fait penser à ces tombées radioactives, parce que le type se dit, il connaît bien tout ça. Il soigne des cancéreux, je veux dire, il est dans le coup complet depuis toujours. Il mange bio, il est au point. Il est quand même bien au point. Et puis il a une nature, tu le vois, il est bien sur lui. Tout d'un coup, adieu. C'est quelqu'un qui n'est pas forcément dans un état dépressif, c'est quelqu'un qui... Pas du tout. Voilà, donc parce qu'on fabrique aussi des maladies. Non, mais là, pas du tout. Pas du tout. Il n'est pas soucieux, il n'a pas de raison d'être soucieux. Il n'a rien de spécial, moi je le connais bien après. Alors, on peut se poser la question, pourquoi ces épidémies, quand c'est pas transmis par un virus, quoique si on va chercher dans certaines théories, le virus c'est pas quelque chose, c'est l'état du terrain qui fait qu'on se chope un virus, parce qu'il y en a partout des virus, hein. Donc c'est pas transmis par le fait que ça court partout autour de nous. Ouais. Mais pourquoi ces transmissions de ce genre de maladies qui sont non transmissibles, non contagieuses, donc pourquoi il y a quelques années, il y a 2-3 ans, il y a eu une hécatombe d'AVC. Tout à fait. Au même moment, il y a eu 5, 6, 7 personnes autour de nous qui sont mortes d'AVC au même moment. C'était incroyable. Oui, il y a des trucs spéciaux. Alors c'est quoi ça? Je ne sais pas te dire vraiment. Est-ce que la physique quantique là-dedans
Tu crois que... Oui. Oui? Oui, mais simplement, tu vois, il faut vraiment se pencher. Moi, je suis pas médecin. J'ai fait de la médecine pendant une série. Pour accompagner quelqu'un, j'ai étudié l'homéopathie. Passablement, d'ailleurs. Mais je ne me sens pas la vocation de ça. Donc, je n'ai pas poussé plus loin le bouchon. C'est-à-dire, je ne suis pas branché sur toutes ces choses-là que très en surface. C'est-à-dire, par rapport à ce que j'ai besoin. Là, je cherche des solutions pour moi. On me demande quelque chose, si j'ai une idée, parce qu'après, j'en ai quand même rabâché pas mal, je peux donner un tuyau éventuel. Mais je n'ai pas la vocation. Celui dont je te parle, qui vient de se faire piéger, lui, c'est sa vocation. Il ne vit que pour ça. Il est peut-être trop... Il avait d'autres horizons où ils étaient une famille aisée, où il était dans les grosses affaires. Lui, les grosses affaires, non, c'était la médecine. Et il est penché là-dessus, il s'est occupé de ça, il s'occupe de ça. Il est à l'âge de la retraite, il est toujours dedans, tu vois. Je veux dire, bon... Non, mais est-ce que tu penses que le fait d'être en empathie avec ses patients a pu... Oh. Je Non. vois pas, non. Bah, écoute, quand tu, par exemple, quand tu as un contact, les thérapeutes le disent, hein, par exemple quelqu'un qui masse, il peut, en étant trop en empathie avec la personne, se choper les maux de la personne. Oui, mais pour avoir une nature qui fait où tu es dans cette disposition-là. Ben, il avait peut-être cette nature-là. C'est pour arriver à son âge. Et 3 mois avant, il n'avait rien. Ah, c'est... Oui, mais attends. 3 mois avant, il n'avait rien. Hein. Ouais. On lui a rien vu 3 mois avant. Oui, bon, en tout cas, on lui a rien vu, mais il avait été faire des examens parce qu'il sentait quelque chose qui n'allait pas en lui. Ah, ben, il sentait quelque chose. Oui, mais il sentait quelque chose qui n'allait pas très bien. Ils ont fait le tour, ils ont fait scanner, ils ont tout fait, il n'y avait pas. Et là, cette fois-ci, oui. Ça, oui. Bah, c'était en germination. Alors, mais j'entends pour dire que d'où vient le vent, moi, je veux dire, pour en rester sur un plan, hein, vu le personnage, parce que suivant qui on me dit, ouais, il y a eu ça, bon, ben, je me dis, ouais, faut voir après qu'est-ce qu'il a, dans quelles conditions, qu'est-ce qu'il vit, qu'est-ce qu'il fait, tu vois, si tu respires toute la journée des produits toxiques, ou bien si tu travailles avec des trucs toxiques, ou tu manges les conneries de supermarché généralisées, quoi. Oui. Tu vois, je veux dire, bon... Il y a une cause. Ouais, ma grand-mère, par exemple, à l'âge de 14 ans, elle a travaillé dans une usine de porcelaine, elle avait la silicose, voilà. Et elle s'est retrouvée à 60 ans, H24 avec l'oxygène, voilà. comme toi, là. Voilà. Donc, mais là, il y avait une cause. Voilà, tandis que moi, j'ai fait beaucoup de boulot, un peu parsemé, mais disons, je n'ai pas fait un suivi dans un métier qui m'amène à ça. À un moment, tu as travaillé avec, on en avait parlé de Yves Kuhn, qui faisait tes constructions. Bon. Est-ce que la chaux peut détruire mais ce que j'en ai les fait, poumons? C'est-à-dire, tu n'arrives pas à la respirer tellement ça pique. Et puis, en plus de ça, on avait des masques quand on va servir en poudre. Et puis, en plus de ça, moi, j'ai travaillé très peu de temps. Ah, ouais. Tu comprends? Eh oui, mais peut-être que tu avais une fragilité, une certaine fragilité qui a fait que le peu que tu as travaillé... Ils en auraient trouvé des traces. Ah, il n'y a pas de traces. Ils n'ont pas trouvé parce que j'ai fait des examens pour qu'ils me trouvent de quoi ça vient. Alors ils arrivent à faire des prélèvements où ils voient il y a ça dans les alvéoles du poumon qui est fixé là. Il y a de la chaux, il y a ci, il y a de l'amiante. Mais moi, il n'y a rien. Non. Il n'y a rien. On a trouvé en tout cas. Enfin, il faut dire que c'est compliqué, je pense, pour eux, même avec leurs appareillages au point, et ils s'en sortent pas très bien, disons. Alors, pour en revenir à cette transmission vibratoire, on va dire, des choses, tu sais, il y a eu des expériences qui ont été faites, et ils se sont aperçus, par exemple, que dans un immeuble, au bout d'un moment, toutes les femmes avaient leur menstrue au même moment. Oui, ça existe. Ou alors dans un groupe de femmes. Tu retrouves ça chez les animaux aussi. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah ben, on rentre
Dans le quantique, dans la physique quantique. Voilà, ben justement, donc... Oui, mais ça, c'est sûr. Mais moi, je te dis, là, en l'occurrence, pour en revenir à ces cancers, je pense à la radioactivité. Ah bon? La vallée du Rhône est pipée, il y a eu des fuites. À plusieurs reprises, ils n'en parlent pas. Mais moi, je connais des gens qui travaillent dans ces installations. Et au bout d'un moment, et j'ai eu affaire avec la CRIRAD directement par téléphone. À un moment donné, je les appelais une fois, 2 fois par semaine pour avoir des nouvelles. Ils m'ont indiqué plusieurs fois des fuites dont personne ne parlait, il n'y a pas un média qui en causait. Même les gens qui y travaillaient n'étaient pas au courant. Tu te rends compte? Donc pour moi, je mettrais quand même sur le dos de ces centrales nucléaires pas mal de problèmes. Après, il y a d'autres choses. Après, il y a l'électromagnétisme qui est extrêmement grave. Bon, on est bombardé. Hein. En ce moment, ça va exploser un de ces jours. Il va y avoir une mise à jour tout d'un coup de ça. Ah, ça va faire Parce un qu'en ce scandale. moment, la Wi-Fi, les téléphones portables et toutes ces conneries-là, c'est extrêmement grave, beaucoup plus grave que ça n'y paraît. Déjà, moi, ce que j'ai remarqué, c'est au niveau des acouphènes. Ça provoque des acouphènes. Et le four micro-ondes. Ah ben ça, de toute manière, moi... Et puis on nous dit qu'ils sont étanches, il n'y a pas de sortie de trucs. C'est pour rigoler, ça. C'est faux. D'ailleurs, il y a un essai qui est facile à faire. Tu mets un téléphone portable dans le four à micro-ondes, tu ne mets pas le micro-ondes en marche, évidemment. Mais tu le mets dans le four à micro-ondes, tu fermes, puis avec un autre téléphone, tu l'appelles. Ça sonne. Ça veut dire que... Ça veut dire que ça passe. Eh oui. C'est tout. Déjà, j'entends. À part ça, il y a des appareils qui peuvent nous montrer ça. Et les types qui ont ces appareils, où il y a un four à micro-ondes, ça passe. Oui, donc de toute manière, un four micro-ondes, moi, ça fait... J'en ai jamais eu. Ouais. Donc ça, on peut s'en protéger, ne pas en avoir, point. Par contre, pour les autres ondes, là, c'est plus compliqué. Mais par contre, celui qui mange dehors, actuellement, la jeunesse, ils vont bouffer dans des snacks, dans des trucs rapides. Le four à micro-ondes, c'est le roi. Ah ben oui, c'est clair. Ouais. Et le four à micro-ondes, la bouffe qui a été préparée au micro-ondes, c'est grave. Oui, parce que déjà, c'est mort. Il n'y a plus aucune vie dans ce... Donc, on nourrit des nourrissons, on va chauffer le biberon. Oui. Non, mais je veux dire, on est dans un truc, donc, de toute façon, c'est complètement d'autant plus que à côté de la question. La fusion moléculaire, elle continue dans le ventre. Voilà. Elle te brûle tout l'œsophage, la trajectoire. Là. Ben, il faudrait arrêter, il faudrait déjà laisser au moins 10 minutes le produit quand il sort, pour qu'il arrête son agitation. Donc, puis, autant le manger froid. Pour me le continuer dans l'estomac, ouais. C'est clair. Mais j'entends tout ça, ça a été dit, redit, rabâché par des personnages qualifiés, etc. Et ça n'a aucun impact. Ou ce que je voudrais, personne, qui se dit, ouais, quand même, faudrait peut-être voir. Tout le monde se vautre là-dessus, et puis vas-y, Totor. Qu'est-ce que tu veux faire? Fabriquer des esclaves, à présent ils sont là. Marc, tu es en train de me parler, tu as ton téléphone à 10 cm de ta tête. Mais j'ai un produit quand même pour me protéger. Oui, oui, voilà. Effectivement. Mais disons que c'est vrai, je suis... On en est tous là. Non, mais je sais que mon téléphone portable, je l'ai pas loin de moi. Hein. Et il paraît même que les ondes, c'est un truc addictif. Il paraît qu'on en a besoin après, on veut, on les cherche. Tu vois, on est mal barré. Ah bah oui. Il y en a qui sont allergiques. Hein. Ah ben moi, je peux te dire que je ne peux pas le téléphone le mettre à l'oreille. Moi, j'ai toujours... Ouais, moi non plus. Ça me fait un mal. J'ai l'impression que quand je l'approche de l'oreille, mon oreille va exploser. Ouais, je sortais rien, moi. Je ne vais pas jusque-là, moi. Ça picote de partout. Mais je ne peux pas, puis je ne fais pas, je ne réponds pas. Ouais. Donc, moi, je mets toujours le haut-parleur. Et c'est... Enfin, bref, de toute façon, c'est on ne fait que d'inventer des saloperies pour nous détruire. Pour détruire l'humanité, et détruire l'environnement. On ne fait que ça. Et il y a plein d'admirateurs devant la science. La science, c'est extraordinaire. Évidemment, c'est magique. Il y a un côté magique. Moi, je comprends bien. Mais quand tu regardes les résultats réels, tu t'aperçois que tout ce qu'on a inventé, ça a été que des trucs conflictuels
que des trucs pour démolir la planète, pour démolir l'humanité, démolir les animaux, etc. Il y a depuis l'automobile, oh c'est formidable. Tu as vu les guerres au pétrole, les machins, la pollution, le ci, le là. Ça n'en finit pas. Les routes, le goudron, le bitume, le cirque qu'il y a autour de ces bagnoles. Puis actuellement, on ne peut pas imaginer vivre sans voiture. L'électricité, c'est la même histoire. Donc toutes ces belles inventions qu'on dit que les pauvres enfants, au Moyen-Âge, ils étaient bêtes. Ils n'avaient pas trouvé ça. Alors on est devenu intelligent, on a trouvé ça. Il faut arrêter. Et les PC Si on est devenu con, puis on met à jour des trucs qu'il fallait surtout pas. Regarde l'addiction qu'on a par rapport au PC. Ouais. Et nos portables d'ailleurs. Ouais. C'est assez impressionnant. Hein. Enfin voilà, disons moi mon avis sur ces cancers, pour en venir à ça. Voilà. Il Voilà. se peut aussi que, parce qu'il y a aussi une histoire de réseau Hartmann, tu sais, il y a des lignes. Ah mais ça oui, de toute façon. Voilà, autour de la Terre, et il y a des nœuds, et dans ces nœuds, si on met son lit, par exemple, sur un nœud Hartmann, au bout de quelques années, on a un cancer quand même. Hein. Le nœud, il se fait encore avec... il faut qu'il y ait un cours d'eau souterrain. Comment ça marche? Il y a une faille il doit y avoir une faille dessous, un cours d'eau ou inversement. Il y a toute une histoire pour arriver à un nœud mortel. C'est appelé un nœud mortel. Alors peut-être que Je me souviens plus. Cette personne vit dans un endroit où il y a justement un nœud mortel. C'est possible ça? Oui, mais pas lui, non. Ah oui, parce qu'il est au courant. Il est au courant de tout ça. Ouais. Ah ouais, c'est étonnant. Hein. Pour ça, quand j'ai appris ça, je me suis dit, tiens, il doit quand même y avoir quelque chose dans l'air. C'est retombé là, parce que le connaissant, il aura mis tous les atouts de son côté. À part ça, je ne discute pas du... Après, il y a la destinée. Ah, mais le destin, de toute façon, c'est inéluctable. Simplement, l'homme moderne vit son destin. Bon, donc on est dans tout ce tralala. Et si on veut chercher pourquoi, le pourquoi sur un certain plan, c'est-à-dire sur le plancher des vaches, ben voilà ce que je vois. Alors j'aimerais bien qu'on parle d'homéopathie, tiens, parce que tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont sceptiques par rapport à cette manière de soigner. C'est ce que je connais le mieux. Parce que j'ai accompagné quelqu'un dans des études pendant des années. Et moi, je m'intéressais à... Ça m'a intéressé dans le principe. Parce que c'est exactement la même approche que toute science traditionnelle. Mais après, il y a des déviances. Et il y a beaucoup d'homéopathes qui travaillent ça d'une manière... Moi, je sais pas ce que ça veut dire. D'ailleurs, comment il s'appelle celui qui a... Hahnemann. Hahnemann avait parlé de la, comment dire, la chute de l'homme. Ah ben, c'est-à-dire quand il parlait de la maladie fondamentale. De là? Une maladie fondamentale qui est à l'origine de toutes les autres. Voilà. Et il parlait de la psore. La psore, c'est la première des manifestations de la psore. En somme, c'est la gale. La gale. Voilà, c'est ces choses-là. Après la lèpre, toutes ces combines-là. Tu vois? Il fut un temps où il y avait beaucoup, il y a moins à présent, mais il y a moins. Pourquoi? Parce que c'est rentré. C'est dedans. Voilà. Parce que suivant comment tu soignes, tu cherches à soigner, au lieu de faire sortir le truc, tu le rentres. Tu comprends? Alors un personnage qui est atteint d'un mal grave, tout d'un coup, s'il se mettait à attraper une gale? Ouais, une gale, ou même la lèpre, même la lèpre, ça pourrait être une sauvegarde. Ben, c'est salutaire, ça sort. Voilà. C'est pour ça que c'est très mauvais. Il ne faut jamais soigner une maladie de peau. Hein. Il faut la soigner, mais il faut la faire sortir. Voilà. Il ne faut pas la rentrer. C'est ce qui arrive avec le psoriasis. Moi, je connais des gens qui avaient du psoriasis. Je leur ai expliqué un peu la formule. Et puis, je dis, ma foi, vous pouvez, voilà, ce que je connais là-dedans. Et ils sont allés dans la médecine conventionnelle. Allez, crème à la cortisone. Eh ben, ils se sont... C'est re-rentré. 5 ans après, tu as un cancer. Hein. Ben, si là, la personne que je connais récemment, c'est pas un cancer, mais
c'est quelque chose de très grave aussi. Voilà, une maladie très très grave. C'est pour ça que... beau, puis ça lui laisse des séquelles. Voilà. Et donc, l'absor, ce serait la maladie... Oui, il parlait de ça comme étant la maladie, c'est l'aspect physiologique du péché originel. Ça va chercher Alors loin. moi, quand il m'a parlé de ça, quand j'ai entendu ça dans ses écrits, j'ai dit, voilà un bonhomme qui m'intéresse. C'est pour ça que j'ai poussé un peu le bouchon là-dedans. Et j'avais quelqu'un qui m'accompagnait qui voulait faire ce métier, qui était beaucoup plus appliqué sur la partie pratique, donc beaucoup plus dans le détail, beaucoup plus. Et pour moi, évidemment, c'est que les grandes lignes qui m'ont branché là-dedans. Mais qu'est-ce que tu en as retenu de ces grandes lignes? Qu'il s'agit d'une médecine qui est absolument efficace. Simplement, le gros problème, c'est de savoir la pratiquer. Et il n'y a pas beaucoup de bons homéopathes. Voilà. C'est pas l'homéopathie qui est en défaut dans une maladie, c'est le praticien. Le praticien. Parce que c'est très, très, très compliqué, surtout de nos jours, parce qu'il est venu se greffer des problèmes supplémentaires qu'il faut lever. Comme tous les vaccins provoquent des barrages. Et les barrages, ça veut dire que donc tu ne peux pas passer ton produit. Ouais. Tu donnes le bon produit, mais il n'agit pas. Parce qu'il est barré, il est obstrué. Et on peut lever ces barrages. Oui, mais il faut les deviner, les savoir, les connaître, faire le nécessaire. Donc c'est déjà toute une gymnastique. Tu peux passer une année de traitement rien que pour enlever les barrages. Ben, Il faut encore tomber sur un qui sait. Ouais. Tu comprends? Alors actuellement, je vois ce qui se fait dans l'homéo. Tu vas chez un homéopathe, il te garde 1 heure, le premier coup, il fait tout un répertoire, il cherche les machins, puis il dit vous prenez 3 fois ci, 3 fois là. Moi je sais pas, je connais pas. Toi, tu serais plutôt pour l'homéopathie uniciste, c'est-à-dire un seul produit, enfin... Ah oui, tu prends un produit, puis tu le prends pas, tu le répètes pas. Tu le prends une fois. Si tu le répètes, c'est dans une autre dilution. Puis tu laisses le travail se faire. Ça dure des mois, ça peut durer des années, le travail d'un produit. Alors qu'actuellement, on mélange plein de trucs ensemble et on fait des espèces de synergie de produits. Pour toi, c'est pas efficace, ça? Et puis, je sais pas, je connais pas. Et puis, les gens ne sont pas habitués à ça, dans le sens que quand tu prends un produit en homéopathie qui est le bon, en principe, tu as une aggravation. Oui, donc ça plaît pas aux gens. Ah bah déjà, ça convient mal. Hein. Enfin, il y a certaines personnes qui connaissent cette forme oui, mais de nous, thérapie. c'est une minorité. Voilà. Parce que moi, je connais des thérapeutes qui aimeraient faire de l'homéo, mais dit, mais nous, on ne nous demande pas de soigner, on nous demande de soulager les maux. Alors, c'est clair, tu vas chez le médecin, il te donne un machin, tu ressors, t'as plus mal, c'est le bon médecin. Youpi, tralala. Total, Oui. le mauvais médecin, c'est celui quand tu repars, il t'a donné à bouffer un machin, et puis total, t'as toujours mal. Et tu es encore ça, c'est plus le mauvais mal. médecin. Tu es encore plus mal. Alors, si t'es encore plus mal, surtout, faut pas aller chez lui. Oui, oui. Alors que quand tu vas plus mal en général, c'est une crise d'élimination. Donc ça passe par tout un... Puis ça fait ce phénomène, tu prends le bon truc, hop, il y a une aggravation et ça part, ensuite ça part vers la meilleure. Oui, mais les médecines qui prennent tout le corps dans leur totalité holistique, c'est une manière de soigner qui n'est plus actuellement. Actuellement, on soigne une partie du corps. Voilà. Ouais. On fait beaucoup d'isopathie avec l'homéo, c'est-à-dire on soigne le mal par le mal. L'homéo, c'est pas soigner le mal par le mal. Il y a une analogie, tout simplement, entre le fait de prendre un produit brut, tu vas régurgiter tel produit, il va te créer tel problème, te donner tel symptôme. Alors si tu as les mêmes symptômes et qui ne viennent pas de là, avec ce produit-là, préparé en homéopathie, tu vas lever ça. Il y a une similitude entre, par exemple, si tu prends de l'arsenic, tu consommes de l'arsenic, même en petite quantité, mettons que tu ne meurs pas, mais tu en consommes,
tu en prends juste une infime, tu te retrouves dans une posture, tu te retrouves avec une allure, une tête, une peau, une couleur de peau, une débilité qui est très particulière. Donc ça, c'est le tableau des symptômes. Voilà, donc si quelqu'un vient vers un homéopathe et qu'il a cette attitude-là, et qu'il n'a pas consommé comment j'ai dit, d'arsenic, mais il a les mêmes symptômes, là tu lui donnes arsenicum. Donc c'est ça l'homéopathie. Ouais. C'est la loi des similitudes. Voilà. Mais l'isopathie, c'est une théorie qui affirme que l'organisme, elle sécrète des anticorps à la maladie. C'est pour ça qu'ils te prennent de ton urine ou de ta salive et ils en font un produit homéopathique. Ouais. Ça va pas? Je sais pas. Peut-être. Je connais pas, tu vois. Ah voilà. Donc, parlons d'homéopathie, que tu as l'air de mieux connaître. L'homéopathie, voilà où ça se situe. Alors après, pour arriver à faire une répertorisation chez quelqu'un, pour deviner quel est le produit qui a le caractère qui fait que il y a une ressemblance précise avec tes symptômes. C'est là où ça se complique. Mais il y a eu des études, par exemple Hahnemann, il a fait ça. Comment on les appelle ces bouquins où tout est répertorié là? Oui, il y a le gros répertoire de Kent. Oui. Il a été mis d'ailleurs, je crois, sur informatique. Oui. Mais j'entends. L'atout. L'atout, oui, c'est la même équipe. Un peu. Voilà. Mais c'était surtout Kent qui avait fait ce répertoire. Et Hahnemann, lui, bien sûr qu'il agissait comme ça. Mais qui sait qui suit actuellement Hahnemann ou même simplement Kent? Je ne connais pas grand monde, hein, parce que c'est ardu. Hein, oui, parce que maintenant, c'est comme c'est comme l'horoscope, ça a été tellement vulgarisé que c'est devenu juste, voilà. Tu vois, ah oui, c'est bon pour le rhume, pour le mal par-ci, par-là, c'est bon, c'est ce remède. C'est pas comme ça que ça marche. Voilà, mais je te dis, un vrai homéopathe, c'est de nouveau quelqu'un qui a la vocation, il est là-dedans 24 heures sur 24, on peut dire. Moi, j'ai connu Sen, qui est un type qui est très réputé, qui faisait justement, qui est beaucoup plus contemporain que Hahnemann ou ces gens-là. Lui, quand on disait à sa femme, vous êtes Madame Sen, elle dit non, je suis la femme du docteur Sen. Bon. Voilà. Oui, parce que voilà. Il vivait ça plein pot, quoi. Oui, lui, il est là-dedans, point pot, du 1er janvier au 31 décembre, même pendant les fêtes, même pendant qu'il fait la fête, et même pendant qu'il dort. Oui, il est passionné, passionnateur. Alors, il y a des passionnés qui non seulement sont passionnés, mais ils ont le feeling. Et j'ai entendu parler d'un type qui avait ça, mais je ne connais pas, je ne l'ai pas connu. Et il y en a lui, il voyait passer quelqu'un dans la rue, il te disait sur quel truc il était. Oui, parce qu'il y a aussi des profils. Ah, bien sûr. Tel personnage, c'est tel profil de... L'allure. Voilà, il y a des gens qui ont le profil camomilla, d'autres qui ont le profil, je sais pas moi, l'hypocodium, d'autres qui ont le profil... C'est ça? Bien sûr. Alors après, il y a les natures de base, comme par exemple, tu vois, quand on parle des silices, des calcaires, comment on appelle ça, des carboniques, pardon. Oui. Les carboniques, les sodiques. Oui, sodique, c'est un carbonique. Oui. Après, il y a toute la gamme dedans, mais j'entends le silice. C'est les principaux. Oui, silice, carbonique, après, qu'est-ce qu'il y a encore? Fluorique. Enfin, il y en a quelques-uns comme ça. C'est comme dans l'Ayurveda, le Kapha, Pitta, Vata. Voilà, c'est des natures fondamentales. Puis après là-dedans, donc, il n'y en a pas quatre. Un carbonique qui attrape tel mal, il aura tel symptôme, un stiliste, il n'y a pas le même. Ouais. Alors il faut déjà savoir. Il n'y en a pas quatre par hasard, nature de base? Certainement, je ne me rappelle plus comme ça. Ça serait logique. C'est une vieille histoire pour moi, puis j'ai pas retenu les noms. Alors parle-nous d'une nature que tu connais, par exemple. Ben, tu vois, pour en revenir par exemple à quelque chose, après il y a des repères. Des repères, tu vois,
le silice, entre silice et sodique. Je pense à ça parce que j'avais repéré ça. Tu vois une fille silice, mettons, tu es invité dans une fête où il y a 200 personnes, tu as passé la soirée, on a dansé, on a rigolé, tu as rencontré tout le monde, tu as salué tout le monde, bref. Après, 2 mois après, tu rencontres quelqu'un dans la rue qui était dans la même fête, tu le reconnais. Bon. Si c'est un silice, tu ne le reconnais pas. Pourquoi la silice, elle est discrète? Elle passe inaperçue. Même si elle est au milieu de la salle, elle passe inaperçue. Et tout ce qu'elle fait là, elle est toujours dans une position de protection. Les bras croisés, les mains, tu vois, les jambes même croisées, elle se protège. Par principe. Donc on ne la repère pas, ça n'a rien à voir avec son charisme. Ah, mais elle peut être jolie fille, mais tu ne la repères pas. Si elle ne t'a pas frappé. Parce qu'elle elle est pas en représentation? Oui, elle est cachée. Elle est timorée. Elle est cachée à quelque part. Elle est cachée. Voilà, tu ne sais pas pourquoi. La même fille en sodique, je ne parle pas d'une plus jolie ou d'une ci ou là, tu ne peux pas ne pas la voir. Tu vois qu'elle. De toute façon, si tu te rappelles de quelqu'un, c'est d'elle. Voilà. Tu vois? C'est valable pour les hommes aussi. Ah ben oui, mais je pense parce que moi je suis... Ah, parce que t'es un... Puis je pense aux filles comme ça. Ah, on parce le voit, l'ancien oui, non, mais... dragueur, là. Voilà. Non, mais quand tu vois les stars, tu vois beaucoup de ces filles qui sont à la mode, que tout le monde vénère, adule, ouais. c'est des sodiques. Ah, c'est des sodiques. Les Rihanna et les... toutes ces femmes-là, c'est des sodiques. Ouais, c'est marrant, ça. C'est sûr. Il y a d'autres exemples comme ça? Oh. Après, bon, je te dis, bon, entre les comment? Entre les silices et les carboniques, il y a aussi cette ossature. Les silices ont une ossature très fine. Le carbonique, en principe, c'est plutôt du mastoc, du carré, plus ou moins. Parce que le sodique, ça fait partie des carboniques, et c'est en général des filles, moi je parle toujours des filles, qui sont minces, qui sont sveltes, qui peuvent être sportives, etc. Ça ne veut pas dire que tu es carbonique, donc tu es un gros lourd. Ah oui, oui. Ça ne veut pas dire ça. Tu as une ossature bien costaud, et tu peux être fine malgré tout. Ah oui, tout à fait, oui, elle peut avoir une très bonne ossature, et puis être une fille très fine, tout à fait. Comme moi. Par exemple. Non, c'est vrai, je pense. Oui, non, tu fais partie. Donc je suis sodique? Oui, tu fais partie des sodiques. Ah ouais, c'est marrant. Alors qu'est-ce qu'elles ont, les sodiques, de particulier? C'est comme je te dis, c'est qu'elles ne peuvent pas passer inaperçues. Ah, d'accord. Même si elles essayent, plus elles essayent d'ailleurs, pire c'est. C'est pas compliqué. Et toi, tu serais quoi? Moi, je suis un carbonique, mais je suis un calcaréen. C'est-à-dire? Il y a des après, il faut rentrer là-dedans. Hein, c'est à force de chercher, puis de voir d'autres personnages qui sont d'autres homéopathes, où ça s'est stabilisé sur le fait que je suis un calcaréen carbonique. Hein. Et puis voilà. Ça veut dire quoi parce que sodique, c'est quoi? Le sel? Après, il faut faire toute la répertorisation de ce que représente le calcaréa, sa prédisposition, sa manière, comment il vit, comment il... son problème, comment il se situe quand il en a un, etc. C'est une étude. C'est une science exacte, l'homéopathie? Bien sûr. C'est parce que c'est assez récent, c'est Hahnemann qui a... Non, mais c'est récent ici en Occident. Mais ça existe dans l'Ayurveda, ça existe dans les médecines traditionnelles anciennes. Il y a longtemps qu'ils connaissent ça. Ça pouvait s'appeler autrement, tout ce que tu veux. Mais il y a longtemps que c'est connu. Mais Hahnemann, il a mis à jour ça. Donc on l'appelle l'inventeur, parce qu'évidemment, en Occident, c'est lui qui l'a amené.
Voilà. Et il avait des connaissances par rapport à l'Ayurveda? Ah, je ne sais pas du tout, il n'en a pas parlé. Ou c'est vraiment... Ah, ça peut être intuitif. Intuitivement, il a repéré mais ça, possible, il en a fait une science. C'est fort possible. Et il était assidu et... Il a testé tout sur lui. Hein. Sur lui et ses disciples. Ouais. C'est sûr. Mais moi j'aimais bien ce bonhomme par cette rhétorique qu'il a eue concernant le péché originel. J'ai dit là, le type il a poussé loin le bouchon. Et quand à la fin de sa vie, sa femme lui disait, mais comment ça se fait que tu souffres toi, qui as passé ta vie à soulager les maux de l'humanité? Il lui a répondu simplement, pourquoi voudrais-tu que je ne souffre pas? Et il y en a un autre qui a dit la même chose. On en a parlé l'autre fois. Ah, je sais pas, moi j'ai trouvé Hanuman. On avait parlé là. De qui avait donné cette réponse? Moi c'est Hanuman, c'est la seule que je connais. Là. Ah oui. Mais certainement qu'il y a il me semble. Hein. Il n'y a pas plus c'est pas Ramakrishna? Ah oui, mais aussi? Ramakrishna, c'est encore un autre sujet. Alors. On n'est plus dans la même... non, mais il avait eu aussi cette réponse. On lui avait posé la question, pourquoi tu es malade alors que tu as tous les pouvoirs de ne pas l'être? Ah non, c'est autre chose. C'est vrai. Au Maharishi, quand voilà. Ils ont cherché à le soigner, et bon, c'était la plantée... générale. En fait, ça continuait de s'aggraver. Puis à un moment donné, il y a un personnage qui lui a dit, mais... Je ne comprends pas, vous qui avez tous les pouvoirs. C'est vrai, un personnage oui, voilà, quel étage il est, Ramanamaya. S'il en arrive à avoir tous les pouvoirs, comment se fait-il que vous ne vous soignez pas? Il a simplement dit que ce n'était pas recevable. Oui. Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est qu'un homme qui est dans l'état dans lequel se trouve un saint, il n'est plus en train de vouloir chercher à utiliser un pouvoir quelconque, ni faire des miracles. Il ne cherche pas à faire des miracles. Il n'est tout simplement qu'un instrument dans les mains de Dieu, et il ne fait rien qui n'est pas la volonté de Dieu. Alors même qu'il en a le pouvoir. Non, mais il y avait une très jolie histoire, là, c'était Bindu. Voilà, oui, Bindu, bien sûr. Bindu, on peut le rappeler. Oui, bien sûr qu'on peut le rappeler, Bindu, tout ce qui veut le lire. Ah, tu l'as en texte? Oui, je l'ai en texte. Oui, si je veux bien le relire parce que le contexte s'y prête. Oui, écoute, je vais le chercher. Parce que la maladie a sa raison d'être. Elle n'est pas là pour rien. Ah, bien sûr. Donc, si on veut y échapper, on ne va pas dans le sens d'alléger son karma. Je pense. Ouh. Oui. Il y a quelqu'un? Oui, il y a quelqu'un. Tu cherches, d'accord. Il faut que je cherche déjà. Je vais avoir un moment là. En attendant, j'ai vu que tu avais mis un nouveau tableau de Doudi. Ah voilà, il s'appelle comment celui-là? Je sais pas encore. Ah, faut attendre le retour de... C'est pas du Jedi, mais c'est de Doudai. Ouais. Le retour de Doudai. Oui, de Doudi, donc, pour savoir comment s'appelle ce tableau. Donc, Doudi, elle cherche, d'ailleurs, si elle arrivait à en vendre un peu pour gagner sa vie avec ses tableaux, parce qu'elle, comme elle a fait comme moi jusqu'à présent, c'est-à-dire tu fais tout et rien, pour gagner ta vie, pour rester dans une éthique, elle ne peut pas faire n'importe quoi. Vraiment, tu te fais marchand de je sais pas quoi, tu peux faire n'importe quoi, mais il faut avoir une éthique correspondante. Elle cherche à gagner sa vie de par ses propres mains, ses propres moyens. Ah mais ça commence bien, elle commence à en vendre. Elle en a vendu déjà quelques-uns, là. 2, 3, 4. Mais enfin, elle est contente si... Elle a fait une petite expo dernièrement. Ouais, s'il y a des amateurs, elle est contente, lui. En fait, elle les vend un peu plus offrant. C'est-à-dire, si quelqu'un lui plaît, tableau, c'est pas combien, dis-moi le prix là de ce tableau-là. Ah, elle a fait une copie d'un tableau. Ah bah oui, la dame à l'éventail. La dame à l'éventail. Que je mettrai un jour. Le peintre, c'est un peintre à présenter à la côte. Klimt. Ouais. Et il a c'est un tableau qui vaut 100 millions de $. 100 millions, tu te rends compte? Voilà. Mais peut-être qu'un jour, les tableaux de Doudi coûteront ces sommes-là. On ne sait pas.
Elle est pas dans ce trip, elle. De toute façon, elle trouve que c'est du délire. Mais c'est À du tous les délire. étages, quoi. C'est du délire complet. C'est complet. Alors on va chercher. Tout le monde est fou là. Oui, il va chercher pourquoi. On en arrive à des extrémités pareilles. Tu vois. Pendant que tu cherches, tu sais qu'il y a un petit lapin là-bas qui me regarde dans le jardin. Je vais aller le montrer. Hop, 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 hop. Le petit lapin, il est où? Alors, un petit lapin. Tic, tic, tic. Coucou. Hop. T'es pas farouche, toi, hein? Pas farouche du tout. Il est bien dodu, celui-là. Tu manges bien, dis donc. Coucou. Ah là, c'est mignon. Allez, l'ami suisse a trouvé. Hop, on retourne. C'est bon. C'est pas grave, on a vu le petit lapin qui est trop mignon. Hop, voilà. Alors, tu veux que je le lise? Voilà. Ça démarre là. Alors, comment il s'appelle ton lapin? Je sais pas. Max. Max? Je sais pas. Il est pas farouche, hein? Les gamins, non. Quand je suis venue pour le filmer, il s'est approché. Non, bien sûr. Alors, il était une fois un grand yogin qui avait atteint un niveau de spiritualité si élevé que sa renommée s'était répandue dans tout le pays et que sa vie exemplaire était devenue une source d'inspiration constante pour les fidèles. Il s'aperçut un jour qu'une ombre le suivait pas à pas, où qu'il aille, jour et nuit. Il n'en éprouvait aucune crainte, mais un jour, par curiosité, il adressa la parole à cette étrange apparition. « Qui es-tu? Pourquoi me suis-tu partout? Que me veux-tu » ? « Je suis la maladie, » répondit l'ombre. « Mais pourquoi t'attaches-tu ainsi à mes pas? Je te suis, car tu dois souffrir ma présence pendant 12 ans. Pourquoi donc n'entres-tu pas dans mon corps? Ton corps? Ton corps est si pur et si parfait que je n'ose m'y attaquer. Malheureusement pour toi, si tu ne me laisses pas entrer maintenant, pendant cette vie, tu devras renaître pour me supporter dans un autre corps, car tel est ton inéluctable prarabdha karma. Merci de m'avoir prévenu, je n'ai nulle envie de renaître, il faut que tu entres dans mon corps pendant cette vie pour effacer mon prarabdha karma. Mais ne le fais pas tout de suite. Je dois me rendre à Bénarès, là tu pourras prendre possession de moi. Le yogin arriva bientôt dans la ville sainte, où tous ses disciples rassemblés lui firent la fête. Le moment était venu pour la maladie de faire son œuvre. Pendant quelque temps, rien ne se produisit. Son corps était si robuste et sa santé si parfaite que la maladie dut longtemps lutter pour s'implanter en lui. Mais graduellement, sa force le quitta, sa chair se mit à fondre, sa peau douce devint rugueuse, ses yeux perdirent leur éclat. Enfin, un jour, les affreux symptômes de la lèpre apparurent avec évidence. Lorsque son corps eut été envahi par les ulcérations et rongé tout entier par le mal, ses disciples épouvantés le quittèrent les uns après les autres. Quelques-uns d'abord cessèrent de lui rendre visite aussi souvent qu'ils en avaient l'habitude, puis ils partirent en foule jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un, Bindu. Bindu aimait son maître par-dessus tout, rien n'aurait pu l'en séparer. Il resta avec le saint homme et se consacra exclusivement à son service. Le yogin devint infirme, il ne pouvait plus rien faire, le mal augmentait chaque jour,
Il pouvait à peine parler et ses souffrances étaient telles que Bindu éprouvait souvent bien des difficultés à le soigner. Mais rien n'aurait pu l'arracher à la tâche que lui avait dictée son amour. Il mendiait chaque jour un peu de nourriture pour son maître, faisait la cuisine et lui donnait à manger comme à un enfant. Il pansait ses ulcères et baignait son corps purulent avec une sollicitude et une dévotion constante. Cela dura longtemps, mais le zèle de Bindu ne se refroidissait pas. Un jour, la déesse Durga, frappée par sa fidélité et son amour, vint implorer le seigneur Shiva en sa faveur. Mais le seigneur Shiva avait décidé d'éprouver cet homme et il voulut constater par lui-même l'étendue de son amour. Le seigneur Shiva et Durga, après s'être déguisés, s'approchèrent de Bindu et lui demandèrent « Ne vois-tu pas que ton gourou est atteint de la lèpre sous sa forme la plus virulente ?»« Bien sûr que je le sais. Pensez-vous que je ne puisse pas reconnaître la lèpre? Tu ignores sans doute que c'est une maladie très contagieuse et que tu as bien des chances de l'attraper à ton tour. J'en suis parfaitement conscient. Et cela t'est indifférent de devenir lépreux? Oh non, c'est une maladie qui m'a toujours horrifié, mais elle ne saurait me détacher de mon gourou. Mais voyons, reprit le seigneur Shiva, il faut absolument que tu le quittes si tu ne veux pas souffrir comme il est en train de souffrir. À ces mots, le paisible Bindu, perdant toute patience, tourna le dos à ses interlocuteurs et s'écria avec colère « Qui êtes-vous après tout? Je ne vous ai pas invité ici, je ne vous ai pas demandé vos conseils, partez, laissez-moi tranquille. » Le seigneur Shiva fut touché par le courage et la fidélité du jeune garçon. Il lui révéla leur identité et lui dit « Nous sommes venus t'éprouver, Bindu, et nous avons été émus par ton amour et par ta dévotion. J'exaucerai le vœu qui te tient le plus à cœur. » Le disciple, bouleversé par la faveur extraordinaire dont il était l'objet, répondit aussitôt « Plaise à votre volonté, Seigneur, de guérir mon gourou. » Et le gourou se leva sur le champ. Une telle histoire montre les limites extrêmes du gourou bhakti, c'est-à-dire la dévotion envers le gourou, tout en soulignant la puissance du prarabdha karma, du destin, quel que soit le degré de spiritualité qu'on ait atteint. Elle montre aussi la toute-puissance de l'amour. C'est une très belle histoire. Hein. Oui, c'est sûr. C'est magnifique. Hein. Ben voilà comment ça se passe, hein, à un moment donné. Ouais. Voilà. Donc, ça va mal, pourvu que ça dure. Écoute, on va en rester là, Ouais. et puis on continuera plus tard. Ben, avec plaisir. Je te souhaite une bonne continuation. Ouais. Allez, à bientôt. À plus. Au revoir. Au revoir.